Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de réaction à un trailer et d'analyse d'images, avec aujourd'hui la bande-annonce qui vient de tomber, là à l'instant, elle est toute chaude, de la nouvelle adaptation de Dune par Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un réalisateur québécois, qui a réalisé une petite dizaine de films, avec lesquels j'ai eu un rapport un peu ambivalence. Généralement j'en aime un et je déteste celui qui sort après, j'en aime un sur deux, et même quand je les aime bien, je mets des fois un petit peu de temps avant de les apprécier. Il fait un cinéma qui est très sensoriel, c'est un cinéma qui se pose beaucoup, c'est un film de Denis Villeneuve se distingue de quasi tous les autres en filmant pendant très longtemps les passages que la plupart des autres films filmeraient soit super rapidement, soit ne filmeraient pas du tout. Genre les déplacements en avion, en hélicoptère, des trucs dans ce genre-là, il adore les laisser pendant très longtemps avec des plans séquences si possible, des longues scènes de silence ou qui sont travaillées uniquement par la musique. Et il a une mise en scène qui est aussi très visuelle. Je sais pas s'il est avec le même chef-op depuis des années, mais il a des images qui sont toujours absolument magnifiques, et un travail de la photographie qui est sublime, souvent très millimétré, un travail de la couleur aussi qui est très très beau, et il est notamment connu pour avoir récemment réalisé Blade Runner 2049, et Premier Contact, sur lequel j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, pendant l'été en fait, pendant le confinement, parce que c'était un film qui était vachement intéressant, notamment autour de la métaphore par rapport au storytelling d'un personnage, et du storytelling en général. Il vient donc pour réaliser une nouvelle adaptation du Dune de Frank Herbert, un auteur et une saga très connue en science-fiction. Il se trouve, vous savez, j'aime beaucoup la science-fiction, mais il se trouve que Dune, il faut que je le dise avant de voir le trailer, c'est une des rares œuvres de science-fiction qui m'attire pas du tout. J'en ai vu le film de David Lynch, et c'est un des seuls films de David Lynch que je n'aime pas du tout, voire même que je déteste. Et j'avais vu, dans les années 90, je crois, il y avait une série télé qui avait été faite pour essayer d'adapter Dune en série, donc, à l'écran. Et je me souviens pas d'avoir eu de grands souvenirs du truc. Dune, c'est un univers qui est très particulier parce que c'est un univers qui est très riche et qui a beaucoup de choses dans son univers, à la fois en science-fiction et dans le côté spirituel. C'est un monde dans lequel il y a des oracles, dans lequel il y a des prophéties, dans lequel il y a des trucs dans ce genre-là, il y a des connexions un peu mentales, il y a des pouvoirs, il y a des expériences de transhumanisme un peu étranges qui amènent à des trucs un peu... Donc c'est un univers qui est vachement intéressant en soi, mais très peu visuellement finalement. La plupart des artistes qui ont voulu adapter Dune en ont fait quelque chose d'extrêmement visuel, notamment Jodorowsky par exemple, si vous avez déjà vu le Jodorowsky's Dune, le documentaire sur sa version de Dune qu'il voulait faire et qui a été ensuite cannibalisé par celle de David Lynch. On essaye toujours d'en faire quelque chose de très visuel et de très impressionnant visuellement, parce que c'est pas comme un Star Wars où il y a genre des duels au sabre laser, des trucs dans ce genre-là, c'est pas le truc le plus classe et le plus visuel du monde. Et du coup, c'est particulier, j'ai hâte de voir ce qu'il va essayer d'en faire, Denis Villeneuve, parce que c'est un univers qui a rarement réussi à m'intéresser, notamment visuellement. Et du coup, c'est vrai que cette petite bande-annonce là, je suis curieux de savoir ce qu'elle pourrait montrer, et si ça pourrait créer du coup un peu de hype chez moi, parce que c'est une saga qui m'attire pas du tout, contrairement par exemple au cycle Robot ou Fondation de Isaac Asimov, dont d'ailleurs il y a une bande-annonce qui est sortie pour l'adaptation en série télé par Apple TV. Qui peut potentiellement être Super Space, parce que Fondation c'est un récit très bizarre avec des ellipses de plusieurs siècles entre les deux, enfin c'est un truc très très bizarre, adapté en série je veux dire. L'univers a l'air vachement cool et vachement intéressant, mais assez réduit par le côté série télé du coup. Je voudrais voir du coup si Dune peut être aussi intéressant. Il y a un truc qui est très intéressant dans Fondation, c'est ce côté prédiction de l'avenir, prédiction du futur. The Empire will fall. Order will vanish. Only we can shorten the darkness. Mais Dune, c'est une histoire d'élus assez basique finalement. Quelque part, tous les trucs de SF s'en sont inspirés entre temps. C'est un peu comme Valérian, quand Besson a sorti Valérian. Tous les films hollywoodiens se sont inspirés de Valérian déjà depuis des années, et tous les films se sont inspirés de Dune également. Enfin, tous les trucs de science-fiction se sont inspirés de Dune, donc le truc lui-même, c'est difficile de savoir s'il est encore capable d'intéresser quelqu'un. Trêve de blablatage, on va regarder un petit peu ce que ça vaut, et puis ensuite on fera une petite analyse d'images, parce qu'avec Denis Villeneuve, on va probablement avoir des images très très jolies à analyser. Allons-y donc pour la réaction au trailer de Dune. Je sais pas si elle pourrait être en intégrale, parce que des fois ils sont un peu chiants au niveau des droits d'auteur, des bandes annonces. Je trouve ça fou que les bandes annonces soient protégées par des droits d'auteur. C'est comme le truc le plus aberrant du monde, mais bon bref. Donc je sais pas si elle sera en intégrale ou pas. Si elle n'est pas en intégrale, vous la retrouvez en intégrale sur Dailymotion, parce que c'est là que je poste tout ce qui a des soucis de droits d'auteur sur YouTube. Allons-y. Ce nouveau très joli logo Warner Bros, doré du coup cette fois-ci. Je l'avais vu en rouge devant Tenet. Chalamet.
There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dreamed them? Yes. Oui, voilà, donc lui, c'est une espèce d'oracle, il a des visions du futur et tout. Je crois que sa mère aussi l'est, ou un truc comme ça. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. What's in the box? You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule Oui, ils others. essayent de mettre un truc visuel pour l'action. Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet. He's losing it. He's getting a richer one. He'll lose that one too. Arrakis is a death trap. Kill them. This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? I know you. Cette musique. One day, the legend will be born. All of civilization depends on it. The future. I can see it. I must not fear. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain. Go, go, go! Évidemment que le Sandworm et le Body Shot, c'est le truc ultra impressionnant de Dune, c'est le Sandworm. C'est quoi cette musique de hippie de merde là? Le truc dessus. Alors, beaucoup de choses qui me font penser à Star Wars, mais c'est normal, c'est le truc de space opéra de référence, mais ces grandes scènes d'armée alignées, là, ça fait très très Star Wars, ces gros vaisseaux qui débarquent des troupes aussi, évidemment, mais je vous l'ai dit, Star Wars s'est inspiré de ces trucs-là avant. Ils ont fait un espèce de truc sur le système de combat. Alors c'est dans le Dune de David Lynch, c'était des espèces de grosses boîtes dégueulasses là, avec des espèces de trucs comme si c'était du verre au-dessus de une boîte en verre au-dessus des membres et qui bougeaient en même temps. C'était un peu spécial. Là du coup on dirait une espèce d'énergie un peu cinétique. Je sais pas si c'est aussi cool que des affrontements au sabre laser. Hélas, les sabres laser c'est quand même un truc super particulier. Ça fait une lumière particulière, ça fait de la couleur, ça fait un bruit, etc. Là, c'est plus un effet de base, un effet visuel de base, un petit effet Doppler ou je sais pas trop quoi. Est-ce que c'est hypant ou pas? J'irai pas jusque là. C'est joli, mais je sais pas si ça peut aller jusqu'à hyper. Je vais me le regarder une seconde fois, histoire de voir ce que j'en repense sans avoir à réagir dans la caméra. C'est quand même, grosso modo, du béton et du métal gris et du sable, quoi. Visuellement, je sais pas si ça a suffisamment de force pour attirer les gens en salle. Enfin, surtout pour un blockbuster pareil qui va avoir besoin de retrouver beaucoup d'argent. Depuis un film comme Avatar, juste proposer une planète désertique avec du sable et des serpents géants, ou des grandes pièces, des grands bâtiments en béton assez clean, assez lisse et assez minimaliste. Je sais pas si c'est suffisant en fait pour attirer maintenant en salle, quoi. Bon, il y a aussi le fait que ce soit avec Timothée Chalamet et j'aime toujours pas sa gueule. Je trouve toujours que c'est une tête à claque et qu'il a une tête de branleur. Est-ce qu'il a le physique, la carrure, le poids, le côté bankable pour attirer en salle, pour tenir un personnage qui a des grandes charges morales, comme le personnage de Paul Atreides. Je sais plus si c'est Atreides ou Atreides, je sais plus.
Il fait petit minou, quoi. À part ça, il fait pas grand-chose. Écoutez, pour quelqu'un qui de base n'est fan ni de Timothée Chalamet, ni de Dune, au moins, j'ai pas l'impression que je vais voir une grosse merde. Donc déjà, en ayant à jouer contre ces deux obstacles déjà de base, ce trailer a plutôt bien rempli son travail, parce que j'aurais dû finir le truc en faisant ouais, et au final je fais ouais, non, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, quoi. Mais léger. J'arrive pas encore à savoir si l'histoire peut être si fascinante que ça. Pour vraiment simplifier, je dirais que Dune, c'est Star Wars en version intello prout-prout. C'est-à-dire que tous les thèmes abordés par les Jedi, par la Force, etc., par le pouvoir, etc., c'est traité ici de façon poussée à 10 000. Il y a des, enfin, vous voyez qu'ils ont les Jedi, ils doivent avoir un contrôle d'eux et rester calme, etc. Jusqu'à preuve du contraire, on leur a pas fait une épreuve où on leur met une épingle qui va leur péter la carotide si jamais ils bougent leur main du truc quand ils ont mal, ou ce genre-là. Il y a un truc qui va pousser beaucoup plus loin tout ce qui est abordé dans la science-fiction de base. C'est aussi pour ça que c'est une saga qui mêle beaucoup mystique, genre Jodorowsky, parce que ça va très loin les trucs de spiritualité et de spiritisme presque, etc. Mais là où il va plus loin dans les concepts, il va moins loin dans le visuel. Et on le voit encore une fois, enfin c'est des grands environnements gris, quoi. On va revenir dessus avec l'analyse image par image, mais grosso modo, c'est des grands environnements gris, noirs, sableux, on va mettre jaune-gris, jaunâtre. C'est pas, ça donne pas très envie, visuellement. Alors qu'en plus, justement, on est un truc avec des familles royales, tu peux te permettre de faire des palais monstrueux, etc. Enfin, quand on voit ce que Jodorowsky voulait faire à l'époque, tu peux te permettre de faire des gros délires visuels, et là, pour ce que j'ai vu, c'est très cubique. Et pas de grosse audace visuelle, quoi. Si ce n'est dans la taille et dans la quantité. Allons-y du coup pour une petite analyse image par image. Bon alors le plan, je suis fort mais j'ai des faiblesses par excellence. La profondeur de champ extrêmement restreinte, donc est limitée au nez et à l'œil qui est le plus proche de la caméra puisque son visage est 3/4 en léger 3/4. C'est donc un plan qui est très renfermé sur lui, ça veut donc dire que c'est un plan où on va être... soit on lui a posé une question, il est en train de réfléchir, soit il est en train de regarder, enfin d'évaluer un danger pour une mission, etc. On peut être dans une vision aussi, parce que après on le voit qu'il se réveille, peut-être que c'est parce qu'on est dans une vision qu'on est aussi serré sur lui. Ou alors il est en pleine réflexion sur lui-même, mais ce genre de gros plan extrêmement serré, là on est en très gros plan, hein, on a les yeux, le menton, c'est vraiment le plus gros plan, on aurait juste les yeux, quoi. Surtout en scope, mais on est vraiment très rapproché de lui, donc c'est clairement quelque chose qui est un plan qui est très intériorisé. Du coup, le reste du décor est très flou et on peut pas trop voir ce qui se passe, mais avec cette teinte, je dirais un désert, avec un ciel bleu, etc., etc. Et du coup, on peut voir que au niveau des teintes, on verra mieux sur d'autres plans, mais du coup, ça fait une image qui est très unie. C'est pas très stimulant à l'œil, c'est pas très intéressant à regarder. C'est couleur sable et noir. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus funky. Si au moins, genre, il avait les yeux bleus ou un truc très ils ont pas les yeux bleus d'ailleurs à cause de l'épice, un truc dans ce genre-là. Mais là, l'image fait très plate, pour le coup. Je dois avouer que ce plan m'étonne un petit peu, étant donné à quel point il est révélateur. La lumière dessine absolument tout ce qu'il faut pour se faire une idée de d'où et quoi, et des contours de tel truc. C'est assez osé, je dirais, comme plan. Le contre-jour confère un côté assez mystique. Le drap qui flotte, du coup, pareil, ça fait un peu la même chose, de même que le sable qui vole un peu autour, mais bon, dans le désert, c'est normal. Vous voyez que le ciel est complètement jaune. Je sais pas s'il y a du sable dans l'air, s'il y a une tempête de sable qui se prépare ou un truc, mais clairement, il fait chaud. Et du coup, avec le soleil, on a quelques teintes rougeâtres qui viennent un tout petit peu s'insinuer dans l'histoire, on a des trucs un petit peu orangés, etc. Mais encore une fois, c'est un plan qui est très uni. Attention, c'est pas un mal du tout, hein, de faire des plans qui sont très unis. C'est une esthétique beaucoup plus simpliste et beaucoup moins tape à l'œil, mais c'est vrai que la question c'est est-ce que ça va ramener des gens en salle, quoi. C'est surtout maintenant. La question se posait pour moi de base avec Dune, parce que pour moi Dune c'est pas un truc qui peut marcher pour le grand public. C'est trop tripant et à la fois trop sérieux pour le grand public. Mais du coup là il faut prouver qu'il est capable d'amener des gens en salle avec le coronavirus en plus et visuellement, c'est pas un film qui a beaucoup d'arguments pour t'attirer en salle en termes comment dire, de divertissement de tes yeux, quoi, au niveau des couleurs, etc. Enfin, c'est pas quelque chose de très vivant comme image. Donc c'est ça le truc, est-ce que c'est pas un peu trop simple pour attirer les gens en salle, du coup?
Un peu la même chose que le premier plan, on a un visage en 3/4, profondeur de champ assez réduite. Là pour le coup c'est l'œil qui est au fond, qui est net. Cela dit ça bouge un petit peu pendant le plan. À nouveau la même colorimétrie qui est travaillée, des oranges, des noirs, marrons un peu sombres. On a une lumière qui vient de profil de 3/4 même, donc qui éclaire uniquement le nez pour bien le faire ressortir par rapport au reste et laisser le reste du visage un peu en obscurité parce que l'ambiance de la salle est plutôt sombre. Et le gros plan bisou qui utilise la même technique pour à nouveau nous concentrer sur l'endroit. En plus là on masque tous les signes qu'on cherche dans un visage, c'est-à-dire les yeux, qu'on cherche naturellement dans un visage pour savoir ce que les personnages pensent, et du coup là pour pas que les yeux nous distraient, nous attirent, pour qu'on reste concentré sur l'idée d'amour, les yeux sont cachés par les cheveux et du coup on ne voit absolument que les lèvres qui se rapprochent et qui sont la seule chose nette. Donc on se permet de se concentrer totalement sur le sentiment amoureux. Le plan en contre-plongée, donc qui filme vers le haut, en 3/4 parce qu'elle se retourne, manifestement, elle est un petit peu de côté, avec un contre-jour énorme avec le soleil qui est derrière, qui fait du coup un lens flare aussi sur son visage. Tout ça du coup travaille un côté très éthéré. Le lens flare, la teinte qui a l'air très désaturée ou baignée de lumière, ou alors avec de la poussière, donc il y a tout un côté très éthéré. Et puis la lumière surexposée au fond qui fait un défaut sur la caméra. Il y a tout un côté très halluciné presque. Et là, si je ne m'abuse, les yeux ressortent un petit peu, ils sont pas bleus. J'ai un petit doute. Le réveil du personnage, marqué par un raccord dans l'axe. On commence par une valeur rapprochée sur lui, on va dire un plan poitrine, même s'il est allongé, donc c'est difficile à voir, mais plan poitrine, on va dire. Plan taille, parce que la taille est au bord du cadre, bon allez, on va dire plan taille. Et ensuite, un recul de la caméra pour arriver à un plan plein pied, où on le voit sur son lit. Ce à quoi ça sert, c'est que du coup, le premier plan étant beaucoup plus rapproché sur lui, nous isole sur son visage et rend un peu difficile de savoir où on est. D'autant plus avec l'ambiance très sombre qui est travaillée ici, c'est noir partout, le lit est noir, la pièce est noire, il y a très peu de lumière qui arrive un petit peu sur le côté en 3/4 pour le distinguer du reste, et pour se refléter sur les enluminures, les bas-reliefs qui sont sur le lit, mais sinon on est totalement perdu, on n'a aucune idée d'où on est, et donc en reculant la caméra, en ayant un plan plus large, on le remet en contexte, et donc c'est le sentiment vraiment de se réveiller. On commence avec une zone où on sait pas trop où on est, et puis on dézoome, on voit du coup un peu plus de l'environnement, on est plus posé. Et du coup on fait ressentir au spectateur le personnage qui se réveille. Si on veut faire sentir que le réveil est extrêmement agité, on peut faire un cut beaucoup plus rapide entre les deux plans, et du coup on fera sentir encore plus le côté réveil brusque. Et on peut voir du coup sur ce plan large le côté épuré à fond des décors, et à quel point c'est monochromatique. Là c'est des murs extrêmement noirs, le lit en un bloc noir, le matelas en un bloc blanc avec la couette noire au-dessus. Tout ça fait très bien séparé, bien rangé, bien dans son coin, très net, habituel on va dire pour Denis Villeneuve. Ça rappelle un peu les décors de Blade Runner 2049. Mais est-ce que c'est visuellement très attirant et intéressant? Ici, un grand plan large, un des premiers plans impressionnants du coup de cette bande-annonce, avec un instant magique, donc soit un coucher, soit un lever de ciel au fond là, sur un champ de bataille en ruine. Alors c'est peut-être plutôt au matin, je pense, avec le feu de ce qui a brûlé pendant la nuit. Du coup, on a une distinction qui est quand même vachement intéressante entre les différents plans. On a deux personnages qui sont vachement dans l'ombre, peut-être un petit peu en silhouette, je sais pas où est le soleil exactement là-dedans, mais ils sont un petit peu en silhouette. Du coup, ils sont vachement plus sombres que tout le reste, et du coup, ça les distingue vachement bien au premier plan, du second plan qui est donc ce grand terrain plat, et du troisième plan qui est la ligne avec toute la fumée et je sais pas, les restes de l'armée qu'on voit. Je vais inclure les montagnes derrière, c'est pour être un plan encore plus loin, mais pour moi elles sont presque au même plan du coup dans ce truc-là. Donc même avec une palette de couleurs assez restreinte, du coup il y a des jeux qui sont assez intéressants à faire et qui sont plutôt jolis. Ça ramène du coup un peu de bleu, ça fait un bleu-gris au lieu d'avoir un gris de base. Il y a du rouge vif avec les flammes. C'est un plan qui est donc visuellement un peu plus intéressant, un peu plus vivant que le reste, surtout avec aussi l'instant magique au fond du ciel. Mais même ça, il est un peu désaturé, donc du coup, c'est pas comme si on profitait à fond des couleurs de l'aube. Et puis, pour rendre du coup le plan vraiment majestueux, tu as cette très grande distance entre du coup les personnages en premier plan et les personnages en second plan. On a des personnages qui sont plein pied, quasi entièrement, qui prennent presque tout le cadre. Et au fond, ils sont tellement petits qu'on ne voit même pas le détail, donc ça donne une très grande sensation de profondeur et de perspective. Et puis on a le rapport d'échelle qui est travaillé avec donc les deux vaisseaux qui flottent au fond. Tous les deux derrière les volutes de fumée, donc on voit bien qu'ils sont au fond, qu'ils sont loin, et pourtant leur taille est presque comparable à celle de nos personnages,
Ce qui te fait comprendre en rapport d'échelle, quand en plus tu vois les humains qui sont en dessous, que le vaisseau doit être absolument gigantesque. Et c'est parce que tu as ces trois éléments de référence, l'humain taille normale et plein cadre, l'humain extrêmement petit et le vaisseau gigantesque au-dessus, que tu peux faire du coup le rapport. C'est le grand humain te donne la référence avec le petit humain, et du coup le petit humain te fait comprendre la taille du vaisseau qui est au-dessus. C'est un plan qui fonctionne très très bien pour le coup, qui est très joli et assez intéressant. Là, alors typiquement le genre de plan que je m'attendais à voir avec du Denis Villeneuve, ce côté extrêmement symétrique, extrêmement composé. Là du coup on voit qu'on travaille une ambiance, je vais dire bleu très foncé, mais j'ai envie de dire noir-gris. Mais du coup ce travail du symétrisme dans le plan, légèrement asymétrique avec les meubles qui sont un peu disposés différemment pour que ce soit pas totalement artificiel non plus au niveau de l'image. La douche de lumière qui tombe au-dessus et qui fait une lumière extrêmement diffuse dans la pièce, avec tout le reste qui est extrêmement sombre et l'attention portée au milieu. Clairement, c'est une pièce qui doit être très solennelle et qui doit être traitée de façon très particulière, mais là, t'as l'impression qu'ils ont été tournés dans un building abandonné en ancienne URSS, quoi. Enfin, visuellement, c'est pas très attirant pour le spectateur, je trouve. Même si c'est grandiose dans la composition de l'image. Bon, après, ça permet à son visage de ressortir vraiment très très clairement du reste du décor, parce que c'est le seul truc blanc de toute l'image, tout le reste est noir. Donc clairement, tu vas voir son visage. Avec la petite douche de lumière en plus au-dessus, ça passe bien. Il y a les yeux qui sont un peu dans l'ombre, ça donne un truc un peu sérieux, un peu solennel. Mais c'est noir et blanc, quoi. C'est limite, ça pourrait être noir et blanc, ça changerait pas grand-chose. Ça, pour le coup, c'est un plan qui est beaucoup plus joli. On dirait de la peinture romantique, le voyageur observant une mer de nuages, il manque juste le voyageur, donc du coup on a ces sommets qui dépassent des nuages, on a cet instant magique à nouveau, cette aube au fond, toutes ces montagnes en silhouette, mais du coup l'instant magique qui éclaire les nuages très légèrement, enfin ce plan-là pour le coup il est magnifique. Pas grand-chose à dire là-dessus, un insert sur la boîte à test, l'éclairage en douche qui fait aussi bien ressortir les contours du truc, l'éclairage qui vient du dessus, ça fait des lignes assez marquées sur le bras du fauteuil, sur les petits détails de la surface de la boîte. Après, ça fait un peu polystyrène peint, hein, ça n'a pas l'air non plus monstrueusement cool. Ça va être un gros problème de tout ce truc. C'est clairement il y a un design minimaliste et simpliste, et je suis pas sûr que ce soit suffisant. Notons tout de même que nous avons la joie de voir une teinte un peu boisée, mélangée à du gris-noir. Mais pour le coup, le film reste toujours dans la même teinte, un noir, marron. Ça, pour le coup, beaucoup plus intéressant. Cette espèce de burqa intégrale avec le maillage devant le visage, assez joli visuellement. C'est fou à quel point même un maillage extrêmement simple peut rendre un visage extrêmement méconnaissable. Tu vois presque pas son visage en dessous, t'arrives presque pas à savoir qui c'est, j'arrive pas à savoir si c'est une autre des actrices qu'on a vues ensuite dans le reste du truc. C'est aussi très compliqué à éclairer, ils s'en sortent plutôt bien avec leur éclairage en douche, là pour le coup ça marche pas trop mal pour éclairer le truc, et surtout ça permet de faire ressortir aussi la texture même du maillage de ce qu'elle a sur le visage. Un autre insert qui permet de voir l'intérêt de cette lumière en douche, qui dessine bien la main, qui est très utile avec ce tout petit objet qui peut du coup très bien prendre les réflexions, les reflets qui arrivent sur le dessus et du coup faire des reflets assez jolis et bien le dessiner du coup dans le décor. À nouveau, tout ce qui est couleur peau, blanc, la lumière blanche, etc. ressort beaucoup plus que tout le reste parce que tout est noir. Mais on peut voir que c'est tout de même une lumière vachement retravaillée parce que vous voyez qu'il y a une ombre qui part de l'aiguille et qui va vers le haut, vers son oreille. Ce qui veut dire qu'il y a une source de lumière par là, en fait. Il y a une source de lumière qui est derrière son épaule, pour le rehausser, du coup, cette partie-là de son visage, qui crée, du coup, sa propre source de lumière, et c'est absolument impossible que ce soit la pièce qui crée ces réflexions, parce qu'avec tout ce noir, c'est pas possible que ce soit la pièce qui crée une réflexion. Même le tapis pourrait pas créer cette réflexion. Donc, clairement, il y a une lumière qui est placée derrière son épaule pour créer cette toute petite ombre sur son cou. Probablement nécessaire pour bien montrer où l'aiguille vient pour appuyer en fait. Je pense qu'avec la lumière en douche, c'est quasi impossible que ce soit éclairé de ce côté-là du coup. Avec sa tignasse de cheveux, ses oreilles, tout le bordel, je pense que la lumière doit pas pouvoir atteindre ici. Je vois pas d'ombre vers le bas, je vois pas du tout d'ombre vers le bas, ça qui m'étonne, sachant qu'il y a une lumière en douche. Et du coup, donc il y a cette lumière pour venir rehausser ce côté de l'image qui sinon serait invisible à la caméra. Et du coup, cette petite ombre pour te donner une idée d'où est la pointe par rapport à la peau, sinon ce serait juste une pointe par rapport à une grande plaque de trucs couleur peau, sans aucune ombre, sans aucun détail, tu verrais pas la distance par rapport à la peau, en fait. Tu saurais même pas si c'est devant ou derrière le truc. Ça pourrait être super loin, alors que là, avec cette ombre, t'as pas d'autre, ça définit extrêmement clairement où est le relief, quoi.
Et ensuite, on passe au champ contre champ classique. Je vais pas revenir dessus. Vous avez déjà eu tout le truc sur la lumière de la pièce et tout le bordel. Et puis c'est assez évident, l'un à côté de l'autre, sans aller l'un au-dessus de l'autre non plus. On dépasse pas la ligne des 180 degrés, etc., etc. Ça, typiquement, pour moi, il faut mettre un truc en dessous, le plan Denis Villeneuve. Le plan sur un énorme paysage avec un truc qui avance très lentement dans ce paysage, genre un hélicoptère, etc. Filmer le paysage depuis l'hélicoptère, etc., etc., si vous avez vu Sicario. C'est typiquement le genre de plan à la Villeneuve, et ça, pour le coup, ça donne une aura très particulière au film qui me donne envie. Ces deux vaisseaux qui sont dans des positions un peu aberrantes, ils sont tous les deux en angle, mais chacun a un angle différent. Peut-être qu'ils descendent tous les deux, ou est-ce qu'il y en a un qui monte vers l'autre, ou est-ce que je sais pas exactement ce qui se passe. Mais du coup, ça fait quelque chose de vachement étrange visuellement. Cette caméra qui est en train d'avancer du coup en l'air avec quelque chose de très imposant, presque un peu divin. Je sais, c'est pas un plan zénithal, on va pas dire ça non plus, mais il y a un côté réussir à avancer de façon aussi légère face au vent, à flotter, etc. Il y a quelque chose d'assez intéressant et spirituel autour de la caméra elle-même. Il y a cette brume qui du coup s'additionne au-dessus des vaisseaux et qui fait sentir aussi quelque chose de plus éthéré, quelque chose de plus réaliste aussi. Ce qui permet aussi de beaucoup désaturer l'image. Vous voyez que la montagne sur le côté là, elle est beaucoup plus saturée, elle part beaucoup plus, elle tend beaucoup plus vers le noir sans jamais l'atteindre. Mais clairement le fond là, il atteindra jamais le noir complet quoi. Alors qu'on aurait pu l'atteindre s'il n'y avait pas eu du coup cette petite brume, cette petite atmosphère. Et ce plan là, ça m'étonne pas du coup que ça ait été le plan le plus utilisé pour la promo depuis le début, parce que c'est le plan qui fait l'exact inverse de tout le reste du film. Il y a un cadre avec de la couleur partout en fait, et beaucoup de contrastes. On a cette montagne du coup qui est derrière, qui déjà ramène le grandiose, le côté majestueux, mais qui surtout ramène du vert. C'est la première fois que je vois une autre couleur que le jaune et le noir depuis le début de ce trailer. On en est avec la 48e seconde, presque au tiers. Et donc pour une fois, on a une couleur qui est assez pétante en plus, parce que le vert, c'est une période, le vert, c'est une des couleurs qui est la plus marquante pour l'œil humain. C'est aussi une des couleurs qu'on est le plus entraîné à reconnaître, notamment parce qu'on a vécu dans la nature pendant des années, que la nature est principalement verte. Et donc du coup, il y a un truc très amer, très acide, très pétant à n'importe quel vert qui arrive dans une image. Le vert, généralement, attire beaucoup ton regard. Donc là, du coup, ce vert est très marquant et très pétant, surtout quand il est juste à côté du bleu. Ce qui fait du coup une opposition de couleurs et un jeu de couleurs assez intéressant. La saturation est pas trop retirée dans ce plan-là. On voit que le vert devrait être beaucoup plus pétant en principe, mais là c'est pas trop désaturé non plus, donc on a quand même un beau vert et un beau bleu qui sont l'un à côté de l'autre. On a le gris en bas qui amène pas mal de lumière dans la scène, que même le ciel est trop couvert pour amener plus de lumière que ça, mais le sol lui arrive presque au niveau du blanc. Le ciel lui est gris, donc ça maintient le film dans ce côté un peu éthéré, un peu doux. Et même Paul, là, pour le coup, est vachement contrasté. Sa tenue noire est vachement noire, elle ressort bien par rapport à tout le reste. Donc du coup, ça fait une image qui, visuellement, est vachement plus forte, a vachement plus de peps. Enfin, je pense que, normalement, naturellement, vous devriez avoir trouvé cette image beaucoup plus contrastée, saturée et intéressante au niveau des couleurs que toutes les autres qu'on a vues depuis le début. Même si on peut aimer les couleurs chaudes, les jaunes, etc. Là, d'un seul coup, même avec des couleurs froides comme le vert et le bleu, il y a il y a quelque chose qui est vachement plus marquant dans cette image. Et puis du coup, des teintes vachement variées en une image, quoi. Je veux dire, même le gris du sable et le gris du ciel sont pas du tout les mêmes. On a un gris beaucoup plus marron pour le sable et beaucoup plus bleuté pour le ciel, avec en plus cette espèce d'atmosphère comme ça qui reste autour. Donc du coup, enfin vraiment, on a un travail de couleur qui est beaucoup plus marquant et pétant dans cette image-là que dans tout le reste du film. On a toujours en plus ce rapport d'échelle avec cet humain filmé en plan américain, du coup, à peu près un petit peu au-dessus de la cheville, en dessous du genou, qui donc nous donne la taille d'un être humain. On voit du coup la plage s'étendre derrière lui et la montagne, et donc du coup l'humain par rapport à la montagne, on a du coup un rapport d'échelle, et tu vois les vaisseaux derrière. Tu sens qu'ils sont plus petits que ceux qu'on a vus dans le truc d'avant, dans l'autre plan avec des gros vaisseaux. Ça devait être un vaisseau pour des armées entières dans ce plan-là, et là c'est plutôt pour déplacer des troupes ou un truc dans ce genre-là. Mais tu sens clairement que les trucs sont assez gros, et ils sont tous dans une position un peu différente. La forme est tellement space que du coup, dès que l'angle est un peu différent, le vaisseau change complètement de forme. Ce plan-là, pour le coup, est vachement plus intéressant visuellement que tous les autres. Et ça m'étonne pas qu'ils fassent la promo avec ça depuis le début. Alors voici donc notre sorte d'effet Doppler, activé donc par un petit truc sur son bras. On peut voir encore que du coup la profondeur de champ est extrêmement restreinte sur ce plan, parce que du coup c'est un insert pour montrer une action précise, on veut que rien d'autre dans l'image ne soit lisible. On peut du coup constater que le film est en scope anamorphique, parce qu'on voit que du coup la fenêtre qui est au fond, là, le flou fait des ovales, ce qui est le signe distinctif de l'anamorphose, du scope anamorphique, comme on
contraint les rayons dans une zone plus précise, du coup l'effet de flou propage cette contrition et du coup plus le flou s'éloigne, plus ça devient étiré sur le dessus, enfin bon bref. On voit aussi à cet endroit que c'est de là que la lumière arrive et que ça découpe du coup en silhouette la main du personnage et l'épée par en dessous. On peut voir que du coup, pour rehausser les décors et les rendre un peu plus intéressants, ils ont intégré des lumières cette fois-ci dans ce champ et dans le contre-champ, je vais faire les deux en un. Dans le champ et le contre-champ, on voit des ring lights, donc des anneaux de lumière qui sont posés dans les décors, sans doute pour apporter un peu de lumière, soit aux personnages, soit aux décors eux-mêmes, parce qu'on voit que du coup ça amène de la lumière là où le truc est posé là dans le fond, et ça permet du coup de voir un peu mieux le mur avec les boiseries, les enluminures, les gravures qu'il y a dedans. Cette pièce-là, pour le coup, a l'air de présenter quelque chose d'un peu plus intéressant au niveau visuel que des murs parfaitement lisses, en béton ciré, etc. Ça reste du béton avec un petit peu de bois dans un coin, quoi. Ça fait, pour le coup, ça fait très château. Château européen d'époque, etc., avec des grands murs en pierre, des grands meubles en bois, avec des bas-reliefs, etc. Mais c'est spartiate. Pour un blockbuster de science-fiction, c'est spartiate. Pour une famille royale, en plus, c'est spartiate. Plan large, donc on peut donc voir cette grande fenêtre qui est beaucoup plus grande que ce que j'aurais cru dans le plan plus rapproché, qui éclaire absolument toute la pièce. Ça aussi, c'est une lumière typique à la Denis Villeneuve. Il y a des plans dans Blade Runner 2049 qui sont pareils, avec des grandes projections de lumière qui bougent en plus et qui marquent du coup tout le décor avec les ombres et le déplacement de ces rayons, etc. Enfin, ça fait des lumières qui sont plutôt jolies. Et là, très clairement, toute la pièce est censée être éclairée par la réflexion de la lumière sur le sol. Et ça reste quand même, ouais, c'est 4 grands murs avec un truc en bois dans un coin et un meuble, quoi. C'est pas ouf non plus, quoi. C'est une salle d'entraînement, manifestement. Je vois des mannequins pour s'entraîner au fond et tout. Un petit hologramme d'entraînement qui fait de la lumière quand l'épée passe à l'intérieur, etc. aurait été bienvenu, je pense, dans un truc de science-fiction. C'est peut-être pas marqué dans le bouquin, mais visuellement, ça aurait pu être peut-être un peu plus sympa et être un peu plus attirant pour le spectateur. Un truc qui est peut-être intéressant avec cet effet Doppler, là, de vitesse, c'est que manifestement, c'est à peu près un des seuls trucs qui va pouvoir donner une teinte particulière et les distinguer du reste, parce que du coup, tout le reste est très gris, jaune, marron. Et ça leur donne une teinte très bleue, manifestement, cet effet de combat. Donc, ça peut être intéressant pour ça, visuellement aussi. Ça peut bien les discerner, les distinguer dans des environnements qui sont d'une couleur très très opposée au bleu. Là, du coup, on a une couleur chaude et une couleur froide dans le même plan. C'est pour ça l'opposition marche bien. À nouveau, un très joli plan avec le même code couleur que partout ailleurs. Orange, gris, noir. Orange marron, du coup, marron, gris, noir. Là, c'était plus orangé parce que c'est plus clair, du coup. À nouveau, un très très beau plan, coucher de soleil, je dirais, là. Pas sûr à 100%, mais je dirais coucher de soleil. L'océan qui reflète le ciel et qui, du coup, le fait se distinguer par rapport au rocher, avec la réflexion du soleil aussi au milieu. Enfin bon, bref. Le plan est très très beau, c'est clair. On voit quelque chose à l'horizon, donc peut-être qu'il est plus que le soleil, il regarde une cible ou des ennemis qui arrivent, ou un truc genre là. Il y a deux petits trucs là à l'horizon qui sont en train de débarquer des deux côtés du soleil. C'est peut-être une autre île au loin, un truc dans ce genre là. Encore une fois, très très joli plan paysage, mais j'ai l'impression que le ciel est un peu le truc le plus beau du truc, quoi. C'est pas vraiment ce qu'ils ont designé dedans. Alors là, du coup, c'est a priori le contre-champ du soleil, qui est quand même bizarrement et complètement grugé, parce que, a priori, s'il regardait le soleil dans le plan qu'on a vu tout à l'heure, il devrait recevoir le soleil en pleine face ici, il va pas le recevoir de 3/4 comme ça. Donc peut-être que c'est un autre plan, mais j'ai l'impression qu'il était lié au premier. Et ça devrait faire aussi une lumière beaucoup plus orangée que ça, normalement, en principe. Surtout opposé avec le ciel bleu qui est au fond, en principe, ça devrait faire un contraste assez marqué. Et on retrouve à nouveau, du coup, le gris et le noir en bas de l'image, pour bien séparer le visage du reste. Qui se détache aussi du ciel, d'ailleurs, avec les cheveux noirs. Ça aide aussi. C'est rigolo parce que cette image fait vachement Star Wars. On dirait Luke Skywalker au bord de son île, en train d'attendre de voir s'il veut jeter le sabre ou pas. Et encore une fois, donc le vert vient vachement réveiller l'image. Le bleu, lui, est beaucoup plus traditionnel. On a une lumière qui, encore une fois, est assez désaturée, assez indirecte, assez diffuse à cause de la couverture nuageuse qui est au-dessus. Le visage est même pas spécialement éclairé. Il pleut. C'est de la pluie sur le bord de sa veste ou pas, là? J'arrive pas à savoir. C'est pas impossible, ça aiderait à créer des réflexions, des reflets intéressants au niveau de la lumière. Mais ouais, non, avec la couleur de l'île, le ciel, tout le reste en flou, et sa coupe de cheveux et sa barbe à Luke Skywalker, je trouvais que ça avait vachement Luke Skywalker comme plan. Et comme c'est Oscar Isaac, du coup, c'est rigolo. Maintenant que j'y pense, ça aussi, du coup, ça... Alors, honnêtement, c'est même un peu osé, du coup, d'avoir osé faire ça, alors qu'on vient d'avoir Star Wars, justement, un peu avant, avoir osé refaire une île avec... je suppose une espèce d'ancienne civilisation qui connaît les rites anciens et mystiques et tout le bordel.
Pour le coup, ça fait vachement épisode 7. Mais encore une fois, c'est peut-être aussi Star Wars épisode 7 qui s'était inspiré de Dune pour ajouter ça à la fin. Pas grand chose à dire sur ce plan-là, si ce n'est le fait d'avoir tenu à filmer en début de journée ou en fin de journée, histoire que le soleil soit plus rasant et du coup ça fasse des ombres plus intéressantes sur l'ensemble de l'île au lieu d'une lumière zénithale, une lumière de midi qui aurait été nette et qui aurait beaucoup moins marqué le relief et qui aurait beaucoup moins permis de distinguer les maisons par rapport au reste du rocher. Gros plan Rebecca Ferguson, encore une fois, scène entièrement noire, profondeur de champ assez limitée, éclairage 3/4, etc., etc. Je vais pas rester trop dessus non plus. Ici, une série de plans qui vont jouer sur des contrastes de lumière extrêmement forts. Donc des personnages qui sont en train de recevoir une lumière extrêmement vive alors qu'ils sont dans une zone qui de base est extrêmement sombre. Donc du coup le fond est étalonné pour être vraiment très très noir. Pour le coup là dans ces plans là on atteint les noirs complets et profonds. C'est un effet qui est tout simplement fait pour faire sentir la différence de lumière de luminosité entre deux endroits en fait. On insiste dessus visuellement. Et sur ce contre-champ du coup on arrive du coup en contre-jour avec cette lumière qui du coup paraît totalement aveuglante et est blanc cassé dans l'image. Même si on travaille à la laisser du coup dans le flou pour ne pas non plus avoir un blanc et des contours sur le blanc qui seraient extrêmement nets et extrêmement bruts et extrêmement brûlés. On essaie de les avoir flous pour que ça se fasse à quelque chose d'un peu plus esthétique quand même et d'un peu plus propre que d'avoir juste un grand cadre blanc surexposé et tout à fait net au fond de l'image, quoi. Et puis du coup, vous remarquez qu'il y a du vent qui soulève un petit peu de sable ou un peu de poussière, et du coup, ça marque bien du coup la distinction entre les différentes lignes de personnages. Il y a différents rangs de personnages et on voit bien la distinction entre chacun avec la lumière, l'ombre et du coup cette poussière. Et alors là, du coup, voilà le premier plan vraiment majestueux et vraiment énorme du film. Il y a eu quelques plans qui étaient assez larges, mais là c'est vraiment le gros plan qui va te donner envie un peu d'aller voir le truc. Je dirais que l'armée est un tout petit peu trop chétive. Les bataillons sont vachement espacés en fait. Pourtant ils ont de la place quoi. Donc ils pourraient les serrer un peu plus. Et les vaisseaux sont gigantesques, donc j'ai l'impression que ça pourrait quand même contenir un peu plus d'hommes que ce qu'on voit là. Mais ce qui est intéressant en termes visuels, c'est du coup le côté point de suite avec toutes les lignes qui se rejoignent du coup sur ce point central qui est pas vraiment centré, qui est un tout petit peu sur le côté. Mais du coup, ça donne du coup cette grande sensation de profondeur avec toutes ces lignes qui se projettent au même endroit et qui se recouperaient au même endroit. Ce qui est aidé par ces vaisseaux aux formes extrêmement simplistes. Et du coup, ça fait beaucoup de lignes très très droites et ça aide à marquer du coup une question de profondeur. Mais c'est pas très impressionnant non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que c'est très impressionnant parce qu'on a ce rapport d'échelle entre ces tout petits humains et ces grands vaisseaux, mais c'est pas au milieu de Coruscant comme ça pourrait être dans Star Wars ou un truc dans ce genre-là. Les vaisseaux eux-mêmes sont vachement simplistes, ils ont pas ces designs vachement tarabiscotés et du coup avec plein de lumière qui peuvent avoir en eux-mêmes vachement impressionnants comme dans Star Wars. C'est compliqué. C'est un plan qui est grandiose et majestueux, mais je trouve que bizarrement on ressent pas tant que ça le grandiose et la majestuosité du plan. Enfin, c'est la majesté du plan. Je sais pas si c'est à cause du désert qui est tout plat et qui a pas vraiment de design, c'est pas au milieu des dunes, quoi. Évidemment, ils vont pas atterrir au milieu des dunes, mais je sais pas si c'est le design tout plat, les vaisseaux tout plats, les troupes un peu trop disséminées, dispersées. La brume, enfin la profondeur de champ et l'atmosphère qui s'accumule au fur et à mesure que ça s'éloigne et qui du coup te fait un peu disparaître les détails au loin. Je sais pas, il y a ou le côté très monochromatique encore une fois quoi, jaune, marron et gris, clair, sable, machin là. Oui parce que je dis jaune. Ah non, ça me gêne. Je vois les deux en même temps en fait. Je vois le côté grandiose et en même temps je vois le côté pas si impressionnant que ça en fait. Grand sans forcément être impressionnant, si ça peut avoir du sens. Bon, ici aussi, il y a ce côté très composé, même si on a du coup une lentille qui est un petit peu déformante manifestement, c'est peut-être l'anamorphique, ou c'est peut-être parce que c'est une très grande focale, mais vous voyez que du coup le mur est parfaitement aligné avec le haut du cadre, mais qu'il y a quand même ce côté légèrement courbé du mur qui rend ça moins parallèle que ça devrait l'être en principe. Mais en principe, la scène est vachement composée. Lui, il est parfaitement centré. Il y a deux vaisseaux parfaitement sur le côté de l'image. Ils prennent pas la même place, mais ils arrivent à la même hauteur et au même endroit. Cette ligne d'horizon, ce mur bien droit avec ses lignes derrière. Non, il y a un côté quand même vraiment très bien composé et très intéressant. Et puis on retrouve nos teintes habituelles, hein, donc marron, jaunasse, clair, noir.
noir bleuté. On a une ombrelle du coup blanche derrière, là, je sais pas quel genre de conseiller qui veut se protéger du soleil, qui du coup se distingue du reste du mur. Là typiquement 50 nuances de marron quoi. Sur ce plan-là, du coup, on a un travail de décentrage qui est plutôt intéressant. On a sur le premier tiers toute la, je sais pas, la cour de Paul Atreides. Sur la ligne du 2 tiers, on a du coup Paul qui retrouve je ne sais pas qui qu'il connaît manifestement. Et pour occuper du coup les 2 autres tiers, on a des vaisseaux, des personnages en train de marcher, d'avancer. Et du coup, pour les rendre distincts, ils ont des tenues qui sont pas partagées par tout le monde. Donc Paul est en noir, la personne qui prend dans ses bras a une grande cape grise, et à côté on a des personnages qui sont tous en double. Donc qui se répètent et qui du coup s'annulent quelque part. Tu sais que ça doit pas faire partie du fond de l'habillage, et tes yeux arrivent à les mettre de côté en voyant que c'est 2 fois la même chose et se concentrent sur les 2 personnages qui sont en train de bouger et qui se distinguent par rapport à tout le reste du cadre. Quelque part, il y a moyen que Dune devienne le film post-pandémie avec tous ces personnages qui ont des masques et des trucs pour respirer pendant tout le truc. Mais là, on peut noter le costume qui est un petit peu bleuté et qui du coup se distingue vraiment par rapport au reste du désert, avec le ciel très très clair, le sable jaunâtre marron et la colline derrière. Le bleu comme ça se distingue plutôt bien par rapport au reste. Ici, pour le coup, quelque chose qui est plus impressionnant au niveau armé, qui fait plus penser à Star Wars d'ailleurs, étant donné les costumes, les combinaisons manifestement blanches des personnages. Et il y a ce côté, montrer le côté inhumain et industriel, avec ces lignes parfaites qui bougent parfaitement. Et cette façon de les cadrer, on cadre pas les bords du bataillon, on cadre vraiment l'intérieur du bataillon, donc tu vois jamais le reste. Et t'as l'impression qu'en fait, ces fils d'hommes pourrait se propager à l'infini. Donc il y a un côté qui rend le surnombre déjà au niveau de l'image, et le côté envahissant en plus. Clairement, c'est les troupes de l'ennemi, elles sont filmées en plus dans un truc beaucoup plus sombre. Mais alors du coup, le plan suivant fait ultra Star Wars 9. T'as l'impression d'avoir la petite antenne là qui doit servir à envoyer des signaux à tout le monde, les grands vaisseaux qui sont réunis partout, les grandes troupes à la Stormtroopers de Star Wars. On dirait Hexagol avec son sol qui a l'air d'être simplement en pierre. Donc ouais, c'est laborieux quand même tout ça. Hein. Tous ces univers, ils peuvent se répéter très facilement finalement. Le plan sur Bautista est pas très intéressant, c'est que des trucs que j'ai déjà dit dans d'autres plans, mais le plan suivant qui est entièrement baigné de brume là comme ça peut être vachement intéressant si c'est soit un truc un peu spirituel, soit si on est en plein milieu d'une tempête de sable, un truc dans ce genre-là, il peut y avoir des choses intéressantes, mais l'image du coup est assez jolie et assez intéressante visuellement quoi. On a rarement vu des plans de ce genre-là. Les palmiers en feu parce que visuellement rien ne représente plus la destruction que le feu, tout bêtement. Là, en plus, avec les fils de personnages derrière, t'as l'impression de voir un petit peu des images de Spartacus ou d'un péplum comme ça. C'est l'armée qui s'est fait battre et qui est arrêtée, qui se fait emprisonner, etc. Ici, un petit plan en pénombre, assez joli, plutôt des teintes de bleu, ce qui changera encore une fois par rapport au reste du film. Ici aussi, comme dans la scène où on a cette porte qui s'ouvre, un travail sur un très fort contraste avec des gens qui sont en blanc sur une surface qui est plutôt blanche, éclairée avec la lumière assez directe, et pourtant au fond une ombre, une zone d'ombre énorme. Les combinaisons sont sympas, mais rien qui les démarque non plus spécialement par rapport à n'importe quelle combinaison de SF qu'on a pu voir dans une autre licence, que ce soit en jeu vidéo, en film, etc. Ça, pour le coup, ça fait plus SF traditionnel, mais il y a trop de béton encore dans l'image. Mais le côté, le grand mur en béton avec une grande ligne de lumière qui s'étend sur toute la longueur du mur, ça, pour le coup, ça fait très science-fiction. Et il y a le côté très Denis Villeneuve en le travaillant avec ses teintes, donc encore une fois, 50 nuances de gris quoi, et de marron dans l'image. Et alors ici, on peut voir que la couleur de peau est quand même vachement importante, parce que Oscar Isaac, il est quand même pas très sombre de peau, mais rien que l'écart entre sa peau à lui et la peau de Timothée Chalamet, qui lui est blanc comme un cachet, ça doit venir avec le prénom, enfin c'est assez flagrant quoi. Timothée Chalamet, tu le vois, tous les soldats qui sont derrière, y compris celui qui est derrière Oscar Isaac, tu vois leur visage bien blanc, mais alors celui d'Oscar Isaac, tu vois presque pas son visage, il a presque la même couleur que le mur du fond. Donc la couleur de peau, c'est pas rien du tout pour gérer la lumière et pour gérer l'éclairage d'un plan. Là, c'est marrant de voir à quel point ils essayent de fuir la lumière, parce que la lumière arrive pile poil en dessous de son visage, en fait, à partir de l'épaule et sur le torse, alors que son visage, lui, il reste plutôt dans l'ombre et il pourrait avoir besoin d'être un peu plus éclairé. Il se distingue quand même parfaitement du reste et du fond, parce que le fond est très sombre, très noir, encore une fois.
et très peu éclairé. Mais clairement, ils ont fait en sorte que la lumière soit pas pile poil sur lui, sans doute pour travailler une ambiance particulière dans cette scène-là. Il a dû se passer un truc particulier. Bon, ça à nouveau, c'est typiquement un plan à la Denis Villeneuve, mais c'est aussi typiquement un plan qui montre que je sais pas si le film peut être vachement attirant, quoi. C'est donc béton, sable, lumière en douche, enfin en tout cas effet de lumière avec ombre projetée, etc., qui descendent par les trucs du dessus là, des marques sur les murs qui sont très jolies, etc. Mais c'est pas très impressionnant visuellement, quoi. Et on a un personnage qui est en train de se battre là très clairement, donc encore une fois c'est un peu austère, quoi, comme scène d'action, c'est un peu particulier. Et alors juste après on a des scènes d'invasion de château et enfin c'est sombre de chez sombre. Il y a très peu de lumière, tu vois quasiment rien à ce qui se passe. Heureusement qu'ils ont des casques avec des matières un peu luisantes qui réfléchissent la lumière, sinon tu fais absolument rien du tout. Et encore une fois, au niveau visuel, je suis pas sûr que ce soit le genre d'image qui attire beaucoup les spectateurs en salle, quoi, surtout pour de la SF. Là ici aussi, on peut encore voir du décor très épuré et simpliste. Là, ce plan sur Zendaya est un petit peu plus intéressant visuellement. Il y a sa cape qui reprend la couleur précise de la pierre qui est derrière elle, mais il y a la tenue, la combinaison qui est un peu plus sombre et qui est un peu plus intéressante, contrastée par rapport au rocher qui est à côté. Mais on a toujours cette lumière extrêmement diffuse, extrêmement tamisée, cette lumière de journée grise, quoi. Ici, on a plusieurs jeux intéressants par rapport aux formes sombres, aux silhouettes, et à la lumière, notamment du feu. On commence avec ce plan sur des silhouettes de vaisseaux dans un truc entièrement noir, où tu ne distingues même pas les vaisseaux, mais tu vois juste les lumières des phares qui se distinguent dans le reste. Puis on a ce panoramique qui suit le vaisseau pour passer de filmer le front du vaisseau à filmer le cul du vaisseau et l'arrière du vaisseau. Donc avant on avait la lumière qui se distinguait par rapport au noir, et là on a l'ombre qui se distingue par rapport à la lumière, dans le même plan, ce qui est plutôt intéressant, ce qui est plutôt sympa. Ensuite on a ce plan sur une gigantesque explosion sur un aérodrome de l'armée quelconque, ou sur une ville quelconque, avec ce vaisseau qui est en silhouette juste devant l'explosion, qui du coup rajoute quelque chose d'assez intéressant à l'image, d'assez vivant. Et puis on a du coup toutes les réflexions sur le sol qui sont assez jolies, mais encore une fois ça reste très gris et très désaturé et très monochromatique, quoi. C'est orange, gris, noir. Pareil pour les gens qui sont en train de courir en silhouette devant l'explosion, qui du coup mettent l'humain en rapport avec la destruction directement, ce qui est assez intéressant. Et ensuite on a le contre-champ direct sur les humains qui se prennent le souffle de l'explosion, et du coup tout ça rend l'explosion encore plus forte et permet d'encore mieux la ressentir. Là encore, grand environnement très monochromatique, et on essaye de trouver un moyen de distinguer les choses devant. Donc là on le fait avec le fait d'avoir quelque chose de mouillé, avec l'humidité des surfaces, et donc leur réflexivité aussi. Et donc on a ce personnage qui est de la même couleur que le reste. Je suppose que l'eau doit être un peu colorée elle-même, et du coup c'est la réflexion des lumières qui sont autour de lui qui distingue les détails de son visage, qui capte la lumière. Là où s'il avait été mat, ça aurait pas du tout attiré la lumière de la même façon, et ça l'aurait pas autant distingué. Ça l'aurait distingué quand même du reste, mais ça l'aurait pas autant distingué, surtout s'il a la même couleur que le reste du fond et du décor. Et on peut noter aussi une profondeur de champ extrêmement restreinte autour du personnage, avec le flou qui arrive jusqu'en bord de cadre, qui est très joli, très esthétique, surtout quand tu arrives à rajouter sur ce flou la réflexion du visage qui est en train de se lever, qui elle du coup ne prend pas le flou, puisque elle est au même endroit que la tête, donc elle reste toujours nette, là où l'eau elle-même devient floue. Donc t'as un mélange de netteté et de flou au même truc. C'est très beau. Filmer ce genre de réflexion dans l'eau, ça éclate tous les chefs opérateurs et tous les réalisateurs. Ce plan-là, il a un côté assez intéressant pour comment est-ce que les lignes travaillent le côté héroïque en fait du personnage. Clairement, ça doit être une sorte de héros, de champion, de challenger, de tout ce genre-là, et du coup ces lignes blanches qui partent de lui, qui rayonnent, ça fait du comme si c'était lui qui rayonnait, et c'est du coup typique de l'image d'héroïsme et de divinité. C'est ce côté lumineux qui éclare de partout, qui génère sa propre lumière presque. Petite plongée sur les serpents des sables là, ou les vers des sables, je sais plus, qui avalent du coup je ne sais quel vaisseau ou bâtiment. On rend le plan lisible avec du coup le désert qui capte la lumière à fond avec le sable, qui du coup est vachement brillant. Et du coup, nos personnages et le bas du vaisseau auquel doit être accrochée la caméra, je suppose, en principe, complètement dans l'ombre. Et donc du coup, on a deux valeurs de lumière extrêmement opposées qui permettent de bien distinguer les deux plans. Vous avez vu comme ce plan jure avec tout le reste. L'intensité de la lumière sur sa peau, l'intensité du noir dans le vaisseau, l'intensité du bleu du ciel derrière.
par rapport à sa combinaison marronasse grisâtre là, t'as l'impression que c'est le seul plan en couleur du film presque. Ici un travail un peu différent, peut-être qu'on a du coup une autre famille, une des familles opposées au clan Atréide, puisque du coup on a du noir à nouveau, mais on a cette fois-ci un jaune ou un rouge très marqué dans la lumière intérieure, là où on aurait une lumière plus naturelle et plus blanche chez les Atréides. Et puis ils ont leur petite marque sur le front, donc peut-être que c'est un autre signe distinctif. Les combinaisons aussi sont différentes, ils ont des épaulières, des trucs sur les coups et pour le coup et tout. Donc ici une très belle audace à nouveau en termes de lumière réduite, de faible luminosité. On a un personnage qui est a priori afro-américain, j'ai l'impression, hein, qui arrive avec une capuche, donc en principe son visage devrait être encore moins visible. Du coup, comment est-ce qu'on s'en sort avec cette lumière travaillée très diffuse et très particulière du film depuis le début? On la fout juste à côté de la lumière est même dans le cadre. Qui du coup fait une énorme lumière très jaune sur sa tenue qui se réfléchit sur sa peau et sur son visage et qui du coup permet de distinguer les traits du visage, alors que cette lumière de base extrêmement diffuse et qui se reflète de partout, ça aurait dû être, et en même temps extrêmement faible, ça aurait dû être extrêmement compliqué de distinguer le visage du coup du personnage, mais pourtant on arrive à le voir parfaitement. Il est possible que le personnage ne soit pas noir, bien sûr, j'ai pas vu le personnage en dehors de ça, mais il a l'air noir. À nouveau, un jeu de perspective intéressant avec un premier plan avec la montagne, le deuxième plan avec le terrain plat, le troisième plan avec la ville, et puis les vaisseaux qui qui traversent ces différents plans et qui les lient les uns avec les autres. L'atmosphère qui distingue l'arrière-plan du premier plan, etc., etc. Ici, le gros plan sur les bras, sans doute que le plan va montrer que le personnage est déterminé à être violent, actif, prendre part à un affrontement quelconque, avec la contre-plongée pour que du coup on sente qu'il est censé être impressionnant, qu'on n'est pas censé regarder en bas vers les points serrés, mais qu'ils sont censés nous dominer. Là aussi, un beau travail de faible luminosité, avec le visage qui ne reçoit très peu de lumière, la lumière arrive manifestement de derrière dans le dos, la chemise blanche capte beaucoup plus la lumière, mais du coup, grâce au décor qui est très sombre, on arrive à distinguer son visage et à bien le voir. Ça, à nouveau, pour moi, c'est typiquement un plan à la Denis Villeneuve, plan zénital, presque une vue de satellite, quoi, comme Google Maps, avec cette explosion au milieu, les ombres projetées partout autour, le vaisseau qui arrive en bord d'image pour montrer le côté envahisseur qui débarque. Sans doute que c'est la même explosion que celle qu'on a vue juste avant. Et puis du coup, ce joli travail de cette seule et unique source de lumière rouge, très rouge, dans un décor qui est très noir, gris. Très joli plan du vaisseau qui est en train d'essayer de décoller dans cette espèce de truc de sable énorme là. À nouveau, ça travaille un côté assez éthéré et puis le côté la difficulté de réussir à s'échapper de l'environnement littéralement pour qu'on devienne visible même carrément. Et du coup, ça fait un dégradé qui est assez particulier. On dirait, enfin, c'est un dégradé vers un blanc noir et un espèce de saumon au milieu. Enfin, c'est particulier comme couleur. Marron saumon, ça existe un marron saumon. Et donc sur le money shot, à nouveau cette luminosité assez basse, on est en matinée là clairement, les deux toutes petites silhouettes humaines qui sont dans le tiers bas de l'image et tout le reste occupé par une gigantesque explosion et la sortie du verre de sable. Très bon moyen de rendre impressionnant, et ensuite ce plan qui est plus rapproché et qui montre plus l'humain proche du verre de sable pour donner plus la sensation d'échelle, enfin l'écart d'échelle entre les deux. À nouveau très impressionnant, avec à nouveau quelque chose de très concentré entre le tiers bas de l'humain et les deux tiers du dessus occupés par le verre. Ce plan où tout l'horizon est occupé par le verre pour rendre sa taille démesurée par rapport à l'humain. Et enfin, le plan final avec les deux petites silhouettes devant ce verre des sables parfaitement centré au milieu du truc et en même temps un peu décentré avec les rochers sur le côté. Pour le coup, le money shot marche bien. Alors pour conclure, c'est gris. C'est très gris, très marron, très désaturé, très épuré, et du coup je sais pas si le grand spectacle va pouvoir être présent, mais il est clair que les images sont magnifiques, que les visuels sont très très beaux, et qu'il y a un sentiment de grandiose qui se détache de tout ça, mais reste à voir comment est-ce que ça va se traduire dans le film, et est-ce que on va pouvoir supporter ce genre de palette de couleurs et ce genre d'environnement pendant tout un film entier, quoi. Voilà pour ma réaction à ce premier trailer de Dune, j'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses avec cette analyse d'image. J'en ai plein d'autres à regarder si ça vous intéresse, j'en ai fait une très récemment sur The Batman, et je fais régulièrement des analyses de trailers comme ça pour faire des analyses d'images. Et puis vous avez tout un tas d'autres vidéos à consulter sur la chaîne si jamais ce que je vous dis vous intéresse. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!